Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc essayons de rassembler les deux accumulations, puisque c'est ce que nous disons, que ça reste pas juste au niveau des mots. Il y a les deux accumulations, il y a la prière, et puis après il y a ce qu'on fait. Autant que possible, donc l'idée de bodhicitta, d'atteindre l'éveil au moins, l'altruisme pour le bien de tous. Nous faisons ça, nous continuons notre étude, nos discussions, et donc en même temps avec un sens de l'interdépendance et de la vacuité, le fait que donc la personne, l'agent, l'action, l'objet, tout est vide d'existence intrinsèque et n'existe que relativement dans l'interdépendance. Donc, où en sommes-nous avec l'Aurigue? Où en êtes-vous avec l'Aurigue? Plutôt. J'avais envie de reprendre quelques questions qu'on avait abordées, qu'on n'avait pas forcément... je ne sais pas si c'était clair, si on avait tout éclairci. Et donc on avait bien travaillé, mais il y a eu une coupure là. Et donc je me demandais, est-ce que vous avez étudié ou essayé de revoir ce qui a été fait, ou est-ce que vous arrivez aujourd'hui, vous ouvrez vos livres et vous avez tout oublié? Un peu comme ça, un peu hello. L'Aurique, il y a quelque chose qui s'appelle l'Aurique qu'on a fait il y a 2-3 mois. Qu'est-ce que c'est déjà? Vous avez des questions? Ah, d'accord. Mais bon, je suppose qu'il n'y a pas que tout le monde n'a pas forcément tout oublié. Pas tout. Donc, je voulais reprendre, il y a quelques questions qu'on a déjà vues, qui sont revenues. Et je pensais peut-être en faisant ça nous permettra de revoir, parce que là, les facteurs mentaux, c'est pas difficile, le contenu des facteurs mentaux. Donc, Geshe-la donne l'enseignement, vous pouvez compléter par la lecture, vous avez tous le texte racine, donc vous complétez par ça. Donc, ma proposition, c'était si demain après-midi, si vous êtes intéressé par rester l'après-midi, et donc vous pouvez faire des groupes de discussion. Si vous voulez, moi je peux vous redonner par exemple les questions qui ont été faites avant. Et bon, si vous êtes intéressé, s'il y a des gens qui sont là, qui sont intéressés, moi je peux même revenir dans l'après-midi. Si vous êtes, s'il y a des gens qui sont là à se poser des questions. Il y a aussi possibilité de faire, parce qu'on avait fait ça en juillet, pendant le module qu'on a fait l'été, de faire des méditations guidées par certains d'entre vous. On avait fait ça l'été. Donc je ne sais pas qui c'est qui est intéressé à rester l'après-midi, demain. Vous ne savez pas? De toute façon, peu importe le nombre que vous êtes. S'il y en a qui sont intéressés, on peut faire quelque chose. On peut en parler après. Comme par exemple faire une méditation, faire un groupe de discussion qui serait axé sur
sur revoir, puisque de toute façon c'est la fin du module, et donc il y a une évaluation qui va sortir. Et donc les personnes qui sont intéressées par l'évaluation, c'est mieux pour vous si vous revoyez le contenu. Il y avait cette question de la première question des devoirs à faire pour aujourd'hui. Je voulais voir ça. Quelqu'un peut la lire? Je l'ai pas sous les yeux exactement la question. Pour aujourd'hui, il y avait beaucoup de questions à rendre pour le travail à faire à la maison. Dans la plupart, oui merci. La plupart des questions, c'était juste de revoir les définitions et la fonction des facteurs mentaux. Donc ça, c'est pas très difficile. Mais la première question, je voulais revoir la première question. On en avait déjà parlé, mais je ne sais pas si on avait vraiment tout. On n'avait pas décrit tout. Donc c'était décrivez le processus qui peut nous amener d'une perception fausse à une perception directe, en prenant pour exemple la progression à partir de l'ignorance qui saisit un soi jusqu'à la réalisation du non-soi. Donc la question c'est, on a parlé des 7 divisions dans l'Auréguin, les 7 types de perception. Et donc la question c'est, bon, Geshe-la l'a évoqué dans l'enseignement, mais c'était un peu court peut-être, mais il a évoqué que en fait il y a une progression en utilisant ces différents types de conscience, grâce à laquelle on va passer d'une perception fausse à une perception directe. Et donc ici, la question c'était, est-ce que vous pouvez expliquer ça en prenant l'exemple de l'ignorance qui saisit un soi. Donc, l'ignorance qui saisit un soi, c'est quoi comme perception? C'est une perception fausse. Donc en partant de cette perception fausse, de la saisie d'un soi, et donc qu'est-ce qu'on va chercher à partir de ça, quelle va être la progression pour arriver à non, à la fin, qu'est-ce qu'on va chercher? Pardon? La perception directe du non-soi, qui va éliminer l'ignorance. D'accord. Donc, on part d'une perception fausse, qui est la conception d'un soi existant de manière intrinsèque, de son propre côté, permanent, indépendant, de façon autonome, de façon intrinsèque, véritablement. Donc il y a plusieurs façons de le décrire. Ça, on verra quand on va étudier le Drupta, les écoles philosophiques. Il y a plusieurs définitions de ce non-soi et du soi qui est nié à plusieurs niveaux. Donc on va pas parler de ça, mais disons le soi qui existe de son propre côté, de façon inhérente, véritablement. Donc c'est une perception fausse. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une perception fausse? Pourquoi elle est fausse? Elle n'est pas conforme à la réalité. Elle s'engage dans quelque chose qui n'existe pas. Parce que quand c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Justement, Geshe-la a commencé ce matin, il a commencé l'enseignement en reparlant, en fait, des perceptions fausses et des perceptions erronées. Il y a 2 termes en tibétain, lokshe, tuche. Lokshe, c'est les perceptions fausses. Et tucher, c'est quelque chose d'erroné. Donc Valérie était en train de se demander comment je les traduis. Enfin, erroné, donc c'est ça. Je crois que dans le livre, il parle d'erroné. Mais Valérie l'avait traduit comme inexact ou trompeuse, on avait parlé, trompeuse. On a parlé de ça. Les perceptions trompeuses et perceptions fausses. Quelle est la différence? Geshe-la a commencé par ça. L'objet, oui. Il y en a une qui réalise son objet, l'autre pas, c'est pas ça. C'est pas ça la différence. Oui.
C'est quoi ça? Alors, donc, je répète parce qu'en fait, est-ce qu'on utilise le micro peut-être? Ou je suis obligée de répéter? Peut-être Lina prend le micro pour... S'il marche, parce que tout à l'heure il marchait pas. Il marche pas, donc vas-y, je répète ce que tu dis. Trompeuse par rapport à l'objet apparaissant. Elle est fausse par rapport à l'objet tel qu'il est saisi. Oui, donc c'est deux différents. Hein. Quand on dit trompeuse, oui, tu peux faire remonter le micro, s'il te plaît, Genga, par derrière. Ouais. Oui, voilà. Par exemple, une perception trompeuse. C'était quoi un exemple flagrant d'une perception trompeuse? Toutes les perceptions conceptuelles ou représentatives sont trompeuses parce qu'elles sont trompeuses ou erronées par rapport à l'objet qui leur apparaît. Parce que c'est l'image mentale, c'est pas l'objet lui-même. Donc elles sont fausses ou elles sont pas fausses, elles sont erronées, trompeuses, erronées, inexactes parce que ce qui leur apparaît n'est pas l'objet lui-même. Et en fait, c'est une image mentale. Mais avec une telle perception, en fait, ce qui apparaît c'est une image mentale, mais on croit que c'est l'objet lui-même. Et donc il y a une différence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle réalise pas son objet. Une perception conceptuelle ou représentative, est-ce qu'elle peut réaliser son objet, par exemple? Oui, l'impermanence, par exemple, ou d'autres exemples. Mais par exemple, on peut réaliser l'impermanence ou la vacuité de façon inférentielle, de façon conceptuelle. Et on parle d'une réalisation. Donc, elle n'est pas erronée par rapport à son objet principal, l'objet tel qu'il est saisi, puisqu'il perçoit l'impermanence, mais erronée par rapport à l'objet apparaissant. Ça, c'est les perceptions trompeuses. Erronée, trompeuse. Tandis qu'une perception fausse, elle est fausse par rapport à l'objet tel qu'il est saisi. C'est-à-dire, bon, pour approfondir ça un petit peu, il y avait quelque chose à la page 162 du livre. Vous n'avez pas besoin forcément de le regarder, mais vous pouvez prendre note. On l'avait déjà vu ça. Toute cognition qui a pour objet d'appréhension, c'est-à-dire qui saisit un objet ou qui a pour objet la claire apparence d'un non-existant, une cognition fausse. Une cognition fausse ou une perception fausse, c'est la perception de quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça. Là, c'est complètement faux. C'est ça la différence. Et donc ici, une perception fausse, la conception d'un soi qui existe de son propre côté. Parce qu'un soi qui existe de son propre côté n'existe pas. Donc c'est une perception fausse, complètement. Et donc de là, comment on va procéder alors? Comment? Il va y avoir un questionnement, il va y avoir un doute. D'accord? Et le doute, qu'est-ce qui va se dire alors? Peut-être que le soi existe de cette façon, c'est-à-dire de son propre côté. Peut-être qu'il existe de son propre côté, peut-être qu'il n'existe pas de son propre côté. Et on a vu 3 types de doutes. Donc le doute tendant vers le fait, qui ne tend pas vers le fait, équilibré. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par celui qui tend pas vers le fait. On va se dire peut-être que le soi existe de son propre côté, existe pas de son propre côté, ou existe de son propre côté. Probablement, il existe de son propre côté. Donc, un doute qui tend pas vers le fait. Ensuite, équilibré. En plus, après, un doute qui tend vers le fait, qui se rapproche en fait du fait de la réalité. Bon, on sait pas trop, mais probablement, le jeu existe, le soi ou le jeu existe de son propre côté. N'existe pas de son propre côté, pardon, tendant vers le fait. Et comment on va arriver au doute? Quelles sont les causes qui vont nous amener au doute?
Comment? Alors, le raisonnement, la familiarisation, l'étude, l'écoute. Hein? Comment? La méditation. Alors, choisissez. Hein? Oui, on va commencer par les lectures et l'écoute. C'est ça au départ. Hein? Au départ, on va entendre des enseignements, on va lire. Voilà, on n'a jamais entendu parler. Hein? Vous avez sûrement jamais entendu parler de la vacuité avant d'arriver ici. Ou dans un centre bouddhiste. Tout d'un coup, vous entendez parler de cette chose. Hein? Le jeu n'existe pas de cette façon. Rien n'existe de façon intrinsèque, alors qu'on y a toujours cru. Hein. Donc c'est quoi au début? C'est l'écoute, ou l'étude, ou un livre. Donc c'est ça qu'on appelle l'écoute. Hein. L'écoute, la réflexion. Hein. On va réfléchir et on va se dire, tiens, peut-être, hein, on va arriver au doute. Donc aussi les causes et conditions tout du long du processus. Il y a l'écoute, il y a la réflexion. Bon, plus tard, il va y avoir la méditation. Pour se familiariser, il faut d'abord comprendre. Là, on n'a pas encore compris. Hein. Donc, la familiarisation, ça vient après. Là, pour l'instant, c'est l'écoute et la réflexion. Et aussi, on dit la purification et l'accumulation de mérite. Hein. C'est ça qui va nous permettre aussi de progresser. On peut pas, il suffit pas de comprendre, d'appliquer les raisonnements. Il faut aussi le bon terrain. Hein. Donc, il faut s'efforcer de purifier les négativités, d'accumuler des mérites. Après le doute, alors, comment on va progresser? Hein? Oui. Par la méditation, une perception précaire. Hein? Comment, Sandra? Une perception correcte du non-soi sans le réaliser. Faillible, ouais. Donc c'est précaire, c'est ça. Hein? Une perception précaire. Donc une supposition correcte, on appelle ça aussi. Hein? Perception précaire. Donc une perception précaire, c'est... Qu'est-ce que c'est? Elle est faillible. Ça veut dire, est-ce qu'elle réalise son objet ou pas? Hein? Elle est juste. Hein? Elle est juste, ça veut dire elle est en accord avec les faits. Hein? C'est correct. Mais elle n'est pas infaillible. On n'a pas la certitude. Hein? Ouais. On a du mal à se défendre par rapport à un opposant. Comment on arrive à une supposition correcte? Par rapport au doute, par exemple. Il y a quand même une certitude par rapport au doute, non? Hein? Il y a quand même une certitude, donc il y a une conviction par rapport au doute. Parce que, donc il y a un certain raisonnement. Parce que par rapport au doute, quand même, dans le doute, il n'y a pas de conviction. Hein, parce qu'on hésite. Tandis que là, on sait. Hein, il y a une conviction quand même. C'est correct. Mais elle est fragile. Pourquoi? Parce que c'est pas réalisé. Donc, qu'est-ce qui manque, en fait? Il manque le raisonnement. Le raisonnement n'a pas porté ses fruits. Hein. C'est-à-dire que si on utilise le raisonnement, pour arriver à une perception précaire, hein, une supposition correcte, on va faire une méditation analytique sur les raisonnements qui établissent la vacuité jusqu'à avoir une conviction. Hein. Mais le raisonnement n'a pas produit son effet. Hein. Complètement. Qu'est-ce qu'il faut et donc on va travailler sur les raisonnements. Hein, on travaille sur les raisonnements de toute façon. Et on va arriver à une conviction. Et donc on va avoir une supposition correcte, mais c'est précaire parce que on n'a pas réalisé complètement. Hein. Et pour réaliser complètement, qu'est-ce qu'il faut? Familiariser. Familiariser comment? Il faut reprendre les raisonnements. En fait, il faut que le raisonnement arrive à produire son effet. Hein.
Et comment un raisonnement va produire son effet? On va répéter, on va répéter la méditation sur les raisonnements. Oui, vas-y. Il faut que le raisonnement soit valide et qu'il ait été réalisé, le raisonnement. Hein. Il faut qu'il ait été utilisé complètement. C'était quoi un raisonnement valide? Il y avait un critère pour ça, on a étudié ça. Hein. Pour qu'un raisonnement soit valide, et pour qu'il produise, il y a toute une démarche à faire. Hein. Il y a certains critères d'un raisonnement valide. Hein? Pardon? Il y en a combien de points? C'est un syllogisme. Hein? Un syllogisme qui a les 3 modes. Hein? Alors, il y a 3 modes d'un syllogisme. Hein. Il faut réaliser ces 3 modes d'un syllogisme. Donc, la présence de la raison. Alors, donc, ici, on est avec la conception d'un soi existant de son propre côté. Et donc, quel est le syllogisme qu'on va utiliser? Quel est le raisonnement qu'on va utiliser pour arriver à voir que un soi, le soi n'existe pas de son propre côté. Par exemple, prendre le soi de la personne, n'existe pas de son propre côté. Donc ça serait le prédicat, ce est vide d'existence propre ou d'existence de son propre côté. Le jeu de la personne ou la personne, le jeu de la personne est vide d'exister de son propre côté. Donc ça, c'est le prédicat, c'est ce qu'on veut prouver. Et donc, on a la thèse, le sujet, le jeu de la personne, n'existe pas de son propre côté. C'est le prédicat, donc les deux ensemble, c'est la thèse. Et qu'est-ce qui nous manque? La raison. Alors, parce que il est interdépendant. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on peut utiliser? Impermanent. Indépendant des 5 agrégats. En dépendance des 5 agrégats. Donc, en bref, le jeu est vide d'exister de son propre côté parce que c'est une production dépendante. Il existe en dépendance. Il y avait aussi, si vous rappelez, qu'est-ce qu'on a étudié dans le Lamrim, le raisonnement qu'on a utilisé. Qu'est-ce qu'on a utilisé dans le Lamrim quand on a parlé de la vacuité? Comment? Oui. D'accord. Donc, si le jeu existe de façon intrinsèque ou de son propre côté, il doit être il doit être existant de son propre côté comme étant un avec les agrégats ou séparé des agrégats. Et donc, le jeu n'existe pas, est vide d'exister de son propre côté parce que il n'existe pas comme un avec les agrégats ni comme séparé des agrégats. Donc, ça, c'est aussi un raisonnement. Donc, le jeu de la personne n'existe pas de son propre côté, est vide d'existence propre, parce que il est produit en dépendance. Donc, comment vous voyez les 3 modes? C'était quoi les 3 modes déjà? Le premier, c'était la propriété du sujet. Donc, c'est ce qu'on a dit. La raison, donc la raison s'applique au sujet. La raison s'applique au sujet. Ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La raison s'applique au sujet. Le jeu est une production dépendante. Il faut que le jeu soit... si on dit le jeu n'existe pas, n'a pas d'existence intrinsèque parce que c'est une production dépendante, il existe en dépendance, il faut que le jeu soit une production dépendante. C'est la propriété du sujet. Et ensuite, il y a deux autres modes. En fait, en bref, d'abord, la raison doit s'appliquer au sujet, et ensuite, la raison doit être en harmonie
avec ce qu'on cherche à prouver. Hein. Oui, donc il y en a deux. En bref, hein, il doit y avoir l'harmonie entre la raison et ce que l'on veut prouver. Hein. Donc, il y a le deuxième mode, c'est le recouvrement. Hein. Et c'est quoi alors le recouvrement, Stéphane? Il y en a un. Alors là maintenant, on a déjà parlé du sujet. Si on veut, si vous voulez, peut-être c'est plus simple, on va prendre hein, le son impermanent parce que c'est un produit. D'accord? C'est peut-être plus simple. Non? Hein? Oui, ben on peut le faire avec le soi, mais on peut le faire après avec le soi. Ou tu le fais avec ce que tu veux, Stéphane. Vas-y, c'est à toi. Tu peux prendre l'exemple que tu veux. Donc là, on a traité déjà hein, la raison. La raison doit être. La raison s'applique au sujet. Hein, c'est une propriété du sujet. C'est-à-dire le sujet. Alors c'est quoi ton syllogisme? Enfin, moi, c'est ce que je voulais dire, c'était que la raison était comprise dans le sujet. Quoi. Explique bien. Oui, mais ça, on l'a dit déjà. Hein. Le premier mode, c'est que la raison est présente dans le sujet. Ça, on l'a dit. Hein. D'accord. Après, il y a deux autres modes. Donc, il y en a un, c'est le recouvrement. Oui. Et il y a le contre-recouvrement, en fait. En fait, on parle de... Il y a plusieurs façons de... On avait parlé de subsomption, mais on peut parler aussi d'implication. Hein, une implication directe et une implication contraposée. Ou alors recouvrement. C'est quoi le recouvrement? Maintenant, on parle de la relation entre la raison et le prédicat, ce qu'on cherche à prouver. Hein. Donc la raison est un sous-ensemble du prédicat. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, c'est quoi ton prénom, pardon? Valérie, allez. La raison est un sous-ensemble du prédicat. Oui, tiens, prends le micro, comme ça tout le monde entendra. La raison est un sous-ensemble du prédicat. Ça veut dire... Il est interdépendant, est un sous-ensemble de... Oui. Ça veut dire que si c'est la raison est un sous-ensemble du prédicat. Ça veut dire que si c'est la raison, c'est nécessairement le prédicat. C'est-à-dire que si c'est interdépendant, nécessairement, c'est vide d'exister de son propre côté. Ou d'exister de façon indépendante. Ça, c'est le recouvrement. Ou implication directe. Donc, avec, par exemple, le son est un produit, est impermanent parce que c'est un produit. Donc, le son doit être un produit. Et tout ce qui est un produit est nécessairement impermanent. Pour prouver. C'est impermanent parce que c'est un produit. Ça veut dire que si c'est un produit, c'est nécessairement impermanent. C'est logique. Donc, ici, pareil. Si c'est interdépendant, nécessairement, ça sera vide d'existence en soi. Donc ça, c'est le recouvrement. Après, l'autre, le contraposé, alors c'est le contraire. Ici, on disait donc la raison est un sous-produit du prédicat, et en fait, là, c'est le négatif. Le non-prédicat est un sous-ensemble de la non-raison. Donc là, on nie, et c'est dans l'autre sens. Contraposé, en fait. Donc c'est dans l'autre sens et c'est la négation. Ça veut dire que la non... Vas-y. C'est quoi ton prénom, pardon? Marianne, allez, vas-y. Donc si le jeu n'est pas dépendant, il n'existe pas de son propre côté. Ouais. Mais ici, c'est plus la raison qui est un sous-ensemble, c'est le contraire du prédicat. C'est-à-dire, le prédicat, c'est que c'est vide d'exister de son propre côté. Le contraire, si ça existe de son propre côté, il peut pas être nécessairement, il ne peut pas être interdépendant. Voilà. Ouais. Voilà, il ne peut pas être interdépendant. Si c'est pas le prédicat, c'est-à-dire que si c'est pas vide d'exister de son propre côté, donc ça c'est nécessairement pas interdépendant. Donc si c'est pas vide d'exister de son propre côté, c'est-à-dire si ça existe de son propre côté, il peut pas être interdépendant. Ça veut dire quoi?
Il peut pas être indépendant, ça veut dire il est dépendant. Oui, moi aussi. Les négativités. Hein? Ça veut dire qu'il existe de son propre côté. Comment? Ouais, exactement. Ouais. Donc s'il n'est pas vide d'exister de son propre côté, ça veut dire s'il existe de son propre côté, hein, il n'est pas interdépendant, ça veut dire il est indépendant. S'il est vide d'exister de son propre côté, non. Maintenant, s'il n'est pas vide, oui, ça veut dire s'il existe de son propre côté, il est indépendant, parce qu'il existe de son propre côté, donc il ne dépend de rien d'autre. Hein. En fait, c'est la dépendance et l'indépendance. Hein. C'est pas clair pour tout le monde. Marine? C'est Marine? Oui. Ou Océane? C'est Marine. Je t'appelle Océane toujours. C'est clair? Ça va? D'accord. Donc ça, c'était un point. Hein? Et donc, c'est quand on réalise ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le raisonnement porte son fruit. Hein? C'est comme ça qu'on va réaliser que donc ce jeu n'existe pas de son propre côté. Hein? De façon conceptuelle. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est comme réalisation? Hein? Inférentielle. Hein? Donc, une perception inférentielle. Et donc, elle est quoi? Comment vous la qualifierez, cette perception inférentielle? Hein? Est-ce qu'elle est directe? Hein? Comment? Est-ce qu'elle est directe ou pas? Inférentielle, c'est conceptuel, c'est représentatif. Hein? Et donc, représentative. Et donc, je sais plus la définition. En fait, j'ai pas que. Hein? Donc, on infère quelque chose en pensant une raison. Hein? C'est par le pouvoir du raisonnement, hein, que l'on réalise conceptuellement. Donc, est-ce qu'elle est, comment vous la qualifierez, cette perception inférentielle? Hein? Elle est infaillible. Oui, elle est infaillible. Oui. Est-ce qu'elle est avérée? Pourquoi? Elle est avérée parce qu'elle correspond à la réalité. Elle est infaillible aussi, pas simplement qu'elle correspond à la réalité, parce qu'il y en a qui correspondent à la réalité qui ne sont pas forcément avérées, comme par exemple une supposition correcte. Hein. Mais donc, elle est infaillible, hein, parce que le raisonnement m'a apporté son fruit, donc elle est infaillible. Elle est avérée si c'est le premier moment. Hein. Si elle est initiale, elle est avérée. Mais si c'est le deuxième moment, elle est consécutive. Hein. Il peut y avoir les deux. Voilà. Donc, comment ça? Qu'est-ce que tu dis, Anne? Avant la perception directe? Oui, là on est dans une perception inférentielle. Le premier moment sera avéré parce que c'est l'initial, et le second et les autres seront consécutifs. Hein, voilà. Et donc consécutif, c'est pas avéré. D'après la définition des Sautrantika. Hein, on est dans quelle école? Sautrantika. Et donc il y a d'autres écoles, comme par exemple les Prasangika. Pour eux, il n'y a pas besoin ça n'a pas besoin d'être le premier moment pour être avéré. Hein, forcément. Comment? Oui, ils interprètent différemment le pramana. Hein. D'accord. Donc, on est à la perception inférentielle. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire après?
Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout? Non. On est déjà content, hein? Mais bon. C'est pas le top. Donc, on va aller jusqu'à une perception directe. Et comment on va faire alors? On va continuer la méditation par la familiarisation. Donc, on va méditer sur la vacuité avec le calme mental, dans le cadre du calme mental et de la vue supérieure, pour arriver à réaliser donc la vacuité. Non, la clairvoyance, c'est pas la clairvoyance ici. C'est la clairvoyance de quoi? De la vacuité du jeu? Pardon. D'accord, ouais. Non, là, on parle de cette perception-là, du non-soi du jeu. Et donc, on va se familiariser jusqu'à ce que l'image mentale s'efface, pour que la perception soit directe. Voilà. D'accord. Donc là, on a vu les... Et est-ce que les 7 sont présentes? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a que 5 là qui sont présentes, parmi les 7. Lesquelles ne sont pas là? Machinale. Machinale, oui. Ou inattentive. Et consécutive, oui, on l'a pas vu. Oui. Consécutive, elle peut aller avec l'inférentiel. Et machinale, ouais, d'accord. Donc avec ces deux-là, on a 7. D'accord. Après, il y avait une question aussi qui avait été posée. Dans un groupe de discussion, je ne sais pas si vous étiez arrivé à ça. C'était quel type de perception valide est produit lorsqu'on médite sur les sujets du Lamrim. Vous vous rappelez qu'on avait eu ça pendant un groupe de discussion? Et je suppose que vous n'aviez pas eu le temps parce qu'il y avait beaucoup de questions pendant ce groupe de discussion. Oui. Oui, je vais répéter. Donc, quand on médite sur les sujets du Lamrim, par exemple, on médite sur la relation au maître, sur la précieuse renaissance humaine, sur la mort et l'impermanence, la certitude de la mort, le fait que le moment de la mort est incertain, les souffrances des renaissances inférieures, la souffrance du samsara, le fait que tous les êtres ont été nos mères. Donc, quel type de conscience, de perception valide produisons-nous lorsque nous méditons sur ces sujets du Lamrim? À votre avis? Donc, quand on médite sur ces sujets, on utilise des arguments. Donc, par exemple, quand on réfléchit par exemple à la précieuse renaissance humaine, qu'est-ce qu'on analyse? Comment on dit? J'ai une précieuse renaissance humaine. Pour reconnaître qu'on a une précieuse renaissance humaine, voilà les 8 libertés et les 10 richesses, les 8 disponibilités et les 10 qualités. Donc on va penser à ça pour reconnaître la précieuse renaissance humaine. Et donc la réalisation, ça va être quel type de réalisation? On va suivre ce raisonnement et on va arriver.
Comment? Une perception inférentielle avérée si possible. Oui, bien sûr. Mais ici, on parle de connaissances valides, hein, avérées. Tout le monde est d'accord que c'est inférentiel? Et quel type dans les perceptions inférentielles, il y a 3. Alors, il y a le pouvoir du fait, la conviction, le renom. Et en fait, le renom, ça a entré sous le pouvoir du fait, je crois. Non? Je crois. Ça rentre sous le pouvoir du fait, le renom. Donc, on est entre ces deux. Entre le pouvoir du fait et la conviction. Quelle est la différence entre une inférence par le pouvoir du fait et une inférence? Vous pouvez vérifier ce que je viens de dire, hein. Oui, je sais qu'il y en a 3, mais le renom, ça peut rentrer sous le pouvoir du fait, je pense. Quelle est la différence entre une inférence par renom et une perception inférentielle par le pouvoir du fait et une perception inférentielle par conviction? Le phénomène est plus ou moins caché, oui. C'est-à-dire, oui. Et donc, si c'est caché, c'est ça. On a fait la différence dans l'étude de Lamarck de 3 types de phénomènes. Vous vous rappelez? C'était quoi, les 3? Caché, extrêmement caché et secret. C'est presque ça. Donc, caché ou imperceptible, hein, très imperceptible et manifeste. Hein. Et donc, ce qui est manifeste, on le réalise initialement par une perception directe. Hein. Ce qui est manifeste, par exemple, tout ce qui apparaît au sens, c'est manifeste. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de raisonnement pour vous voir avec mes yeux. Hein. C'est manifeste. Hein. Je vous vois comme ce qui est dans la paume de ma main. Hein. C'est évident. Hein. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'inférence. Ça va être réalisé directement. Hein. Par contre, quelque chose qui est caché ou imperceptible, comme par exemple, qu'est-ce qui est caché, imperceptible? Oui, mais ça c'est un exemple. Oui. Alors, il y a la loi du karma, il y a l'impermanence, la vacuité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est, en fait, c'est caché, c'est imperceptible, hein, mais c'est plus ou moins imperceptible. Et donc, ce qui caché ou imperceptible, c'est pareil. Hein, c'est une autre façon de parler. Imperceptible, c'est moderne. Caché, c'est ce qu'on disait avant, au niveau traduction. Hein. Enfin, à ma connaissance. Hein. Donc, ce qui est caché, on va pouvoir le découvrir par le raisonnement, hein, par le pouvoir du fait. Tandis que ce qui est très caché ou très imperceptible, on ne va pas pouvoir le voir. On va s'en remettre à des écritures. Et c'est ça l'inférence par conviction. Hein. Par conviction ou adhésion. Hein. En fait, on dit aussi une inférence scripturale. Hein. On va s'appuyer sur un extrait des textes, hein, pour avoir une inférence. Hein. Un peu sur la conviction ou la foi de conviction. Hein, parce qu'on fait confiance on a des raisons de faire confiance à un certain écrit. Et donc en se basant sur ça, on va avoir, c'est comme un signe correct, hein, comme la fumée, c'était un exemple, hein, pour qui désigne le feu. Hein. Et donc là, on a un signe correct qui va nous montrer quelque chose. Hein. Et donc, si c'est très caché, on va s'appuyer sur des écritures. Par exemple,
Qu'est-ce qui est très caché? Hein? La vacuité, le karma. Oui, les détails du karma, on dit. Hein? Le détail du karma. Par exemple, le fait que la richesse vienne de la générosité. Hein? Bon, ça fait sens. Mais est-ce qu'on le voit? C'est difficile à voir. Est-ce que je vois? Et c'est ça les détails du karma. Hein? Voir que la richesse que j'ai, ou ce que j'ai, par exemple la richesse que j'ai, les bons résultats que j'ai, d'accord, j'y crois que ça vient de bonnes actions. Hein? Mais pour le voir directement, c'est pas possible. Donc je m'appuie sur des écritures. C'est très imperceptible, c'est très caché. Par contre, la vacuité, on dit c'est pas très imperceptible. C'est seulement imperceptible, caché. Hein? Et donc, un phénomène caché ou imperceptible, est-ce qu'on peut le réaliser directement ou pas? Oui. Hein? La vacuité, on peut la réaliser directement. Mais pas initialement. Hein? Initialement, on va d'abord commencer par une inférence. Hein? D'abord, on va la réaliser par un raisonnement, et donc par une réalisation représentative, par une conscience représentative, c'est-à-dire conceptuelle. Et puis après, finalement, on peut la réaliser directement. Mais c'est pas manifeste, hein, la vacuité ou l'impermanence subtile. L'impermanence grossière, c'est manifeste. Parce que, par exemple, quelqu'un qui meurt, hein, on le voit, ou un vase qui se casse, quelque chose qui casse, ça c'est grossier. Donc on peut le voir, ça. Mais subtil, on ne le voit pas directement. C'est imperceptible. Mais on peut l'inférer par le raisonnement. Et donc ça, c'est par le raisonnement. En fait, c'est des inférences par le pouvoir du fait. Donc, par exemple, si je vous dis les souffrances des renaissances inférieures, par quel type d'inférence on le réalise? Par les Écritures? Par le renom manifeste? Alors, les souffrances des royaumes inférieurs, par exemple, les animaux, on les voit. Hein? On ne sait pas s'ils souffrent. Oh. C'est-à-dire, ce qu'on peut voir, en fait, hein, ça va être... bon, si on réfléchit un peu, hein, on dit c'est un fait, en fait. Hein, c'est un fait, en fait. De fait, on voit les animaux souffrir. Non? On voit que les animaux souffrent. C'est pas forcément des renaissances inférieures, les animaux? C'est le bouddhisme qui le dit. Bon, d'accord. Oui. Bon, ici, quand on parle dans le cadre du Lamrim, on parle des royaumes de souffrance. Hein. Bon, c'est ce qu'on appelle. Il y en a trois. Hein. Il y a les animaux, il y a les esprits avides et il y a les enfers. Hein. Donc, les souffrances des enfers et des esprits avides, à moins de les voir directement, hein, c'est pas le pouvoir du fait pour nous. Donc, c'est conviction parce qu'on va s'appuyer sur les Écritures et on va faire confiance aux Écritures. Hein. Mais ce qu'on voit, ça va être, pour nous, ça va être un fait. Hein, et donc, on va l'inférer à partir du fait. Hein. Par exemple, le moment de la mort est incertain, ou la mort est certaine. Hein. Est-ce que... Comment? C'est le pouvoir du fait. C'est pas caché. Le fait que la mort est inéluctable. C'est manifeste. Est-ce que c'est manifeste ou est-ce que c'est légèrement caché? Hein? Hein? Oui, mais pourquoi on médite en fait? Pourquoi on a besoin de méditer sur le fait que la mort est certaine? On a quand même besoin de méditer sur le fait que la mort est certaine. Ça veut dire que c'est vrai qu'on le voit, donc c'est manifeste quand on le voit,
Mais le fait que la mort est certaine, on le sait. On le sait, mais on vit comme si on n'allait jamais mourir. Et donc, il est dit dans le Lamrim, hein, quand on parle par exemple de la mort. On va arrêter parce que ça va être l'heure. Mais bon, on dit dans la méditation, par exemple, sur les 9 points sur la mort, hein, on dit, pourquoi on médite sur le fait que la mort est certaine? Pourquoi on a besoin de méditer, hein? Parce qu'on le sait, mais on n'y pense jamais, hein. Oui, bon, mais aussi c'est parce que voilà, la saisie de la permanence, on vit comme si en fait on n'allait pas mourir, même si on le sait intellectuellement. C'est pour ça qu'on a besoin, hein, d'utiliser un raisonnement et donc de méditer sur tout le monde meurt, la vie ne fait que diminuer, etc., comme dans le Lamrim, hein, et de se persuader de ça. Mais ça, c'est le pouvoir du fait, parce que c'est quelque chose qui est abordable. On n'a pas besoin de s'en remettre aux Écritures pour ça. C'est quelque chose qu'on peut voir, hein. La certitude de la mort, est-ce que c'est un phénomène caché? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que on le voit, quand tu le vois directement, oui. Mais quand c'est quand même quelque chose sur lequel on doit méditer et sur lequel on doit raisonner, hein, pour qu'il nous frappe vraiment, hein. Donc ça veut dire que d'un côté c'est caché, mais c'est pas vraiment caché parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait, mais bon, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut utiliser un raisonnement. Donc, d'un certain côté, c'est aussi caché dans le sens où ça nous frappe pas directement. C'est-à-dire, ça va nous frapper quand on a quelqu'un qui meurt, par exemple, hein. S'il y a quelqu'un qui meurt, là, un proche, par exemple, là, on va être touché. Ça va être direct, ça va être manifeste, hein, parce qu'on vient de perdre quelqu'un, on vient de le voir, hein. Mais après, donc là, on peut dire c'est manifeste. Là, on n'a pas besoin beaucoup de raisonnement parce qu'on voit directement, on peut l'appliquer à soi aussi, hein. Mais en temps normal, si on n'a pas ça devant les yeux, même si on le sait intellectuellement, on l'oublie, hein. Et donc, on a besoin d'utiliser en fait des raisonnements pour que ça touche, hein, pour que ça nous touche. D'accord. Surtout à notre époque, oui. Ben, c'est sûr, surtout à notre époque. Après, il faut voir les autres. C'est tout relatif aussi, hein. On va arrêter parce que c'est l'heure, hein. Donc, voilà. Donc, pour la prochaine fois, il n'y aura pas de devoir à la maison parce que ça sera une évaluation. Donc, vous utilisez votre temps pour réviser, hein. Ouais. Peut-être on fera ça à 5 heures, parce que je pense que Guichela va attendre. Après 5 heures, on peut rester pour parler de ça. Et puis aussi, si vous êtes là demain, après-midi, restez aussi. Si vous voulez rester demain après-midi, on en parlera à la fin de l'enseignement ici. D'accord? D'accord. Hein? À 5 heures. Parce que là, c'est 4 heures, Guichela va venir. Voilà, il est là. Donc à 5 heures, on